À l'écran, il a incarné James Bond, un des archétypes du mal alpha. Mais une fois les lumières des plateaux éteintes, Roger Moore retrouvait une histoire personnelle complexe, faite de violences conjugales, physiques et verbales, dont il était la victime de la part de ses 2 premières femmes. La patineuse Steindorm le griffait au visage et au corps, jusqu'au sang, et le lardait d'inquiétantes cicatrices. Un jour, c'est une théière qu'elle lui lancera au visage. Sa deuxième épouse, Dorothy Squires, le provoquait et le dénigrait sans cesse. Elle, c'est avec sa guitare qu'elle l'a frappé. Dans l'histoire que nous allons vous raconter, Magda fera elle aussi du mal à Benjamin. Mais il est amoureux et se laisse enfermer dans leur histoire. Au fil du temps, la fille qu'il aime dresse méthodiquement les barreaux d'une emprise qui feront de leur relation une prison. Vous écoutez l'épisode 101 de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. On est en 2007, je suis en terminale, j'ai 17 ans. Je sors d'une relation d'un an avec une fille de ma classe de première, qui était assez jalouse, donc ça s'est pas très très bien terminé. Mais ça s'est terminé pendant l'été et je suis bien. Et pour le bac, je fais du théâtre. J'ai une amie qui fait du théâtre avec moi qui s'appelle Kate. Et un soir, on va à un spectacle de théâtre ensemble. On va voir une pièce. Et elle me présente une amie à elle qui est dans un autre lycée, qui a 1 an de moins que moi, qui s'appelle Magda. On a quelques atomes crochus, il y a un petit jeu de séduction qui naît, mais sans beaucoup plus sur le moment, juste cette espèce de sensation une étincelle. L'atome crochu, la petite rencontre où tu te dis c'est cool, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Elle est très jolie, elle a des très jolis yeux verts. Et donc on passe cette soirée ensemble, on va à la pièce de théâtre, on en sort, on fait un débrief, genre on en discute et tout. Et puis chacun rentre chez soi sans rien de plus. Rien n'est tenté, rien ne se fait. Mais j'entends parler d'elle un petit peu quand même par Kate régulièrement. Et quelques semaines plus tard, on se retrouve dans une soirée ensemble, dans un appartement. Donc une soirée d'amis de Kate et Magda. On n'a pas du tout d'autres amis en commun à part Kate, mais je les accompagne là-bas et puis on passe une bonne soirée sur place. Et là, par contre, pendant cette soirée, le sentiment qu'on avait eu au théâtre s'accentue. Forcément, quoi. On passe vraiment la soirée ensemble à discuter, à se découvrir, en fait, et à avoir cette envie de s'embrasser ou plus, mais on fait rien, encore une fois, quoi. On est juste là à se séduire, l'un et l'autre, à se dire qu'il y a un petit truc qui se passe et qu'on aimerait bien voir ce que ça peut donner. Quand je repars de cette soirée-là, je leur laisse mon pull à toutes les deux, parce que genre elles avaient froid. Elles dorment sur place. Et le lendemain matin, elles me ramènent mon pull, elles me font des petites vannes, on commence à avoir des private jokes, ce qui est toujours le truc qui permet un peu de lancer des relations au début comme ça. Et ça me plaît en fait. Je suis content que la meuf, elle vienne le lendemain matin me ramener mon pull. C'est absurde, mais c'est ce petit pincement que tu peux avoir au cœur, genre quand t'as un truc qui est en train de naître. On échange nos numéros, on s'écrit assez régulièrement, même si on n'arrive pas trop à se retrouver. On s'ajoute sur Facebook, parce que c'est le début de Facebook. Et un soir, on passe la soirée ensemble. Je sais plus trop dans quel cadre. Et je la raccompagne chez elle. À l'époque, j'habite encore avec mes parents. On n'a pas beaucoup de règles chez moi, mais une des règles, c'est qu'il faut être à la maison à 19h pour le dîner. J'ai une petite sœur, beaucoup plus petite que moi, et donc il faut qu'on dîne tous en famille. Et ce soir-là, je rentre pas à 19h, du coup. Je passe la soirée avec elle. Je la raccompagne en bas de chez elle. Et on s'embrasse pour la première fois, devant la cour de son immeuble. Et j'ai un souvenir extrêmement précis de ce moment-là. Pas du baiser lui-même, mais juste après, où je rentre chez moi en courant, parce que du coup, je suis en retard, et qu'il faut que je sois vite à la maison, parce que je crois que je dois avoir déjà 2 ou 3 appels en absence de ma mère. Et je rentre en courant, mais genre léger et heureux. J'écoute, j'ai mes écouteurs et genre je fonce pour que ça dure pas 20 minutes de trajet, mais genre 10. Et les rues sont un peu vides et je croise pas grand monde, mais cette espèce d'élan de se dire waouh, il s'est passé un truc et c'est pas juste j'ai embrassé une meuf parce que c'était rigolo, genre vraiment il se passe quelque chose. Et notre histoire commence comme ça. Magda, elle sait que je sors d'une relation avec une femme qui a été assez jalouse et elle se montre beaucoup plus permissive, on va dire.
Elle sait qu'il y a d'autres meufs qui me tournent un peu autour parfois. Il y en a une qui me plaît bien d'ailleurs. Et Magda me dit, bah franchement, si tu veux coucher avec, vas-y, y a pas de problème. Donc elle a ce truc. Bon, on m'a jamais raconté ça. Genre j'ai 17 ans, l'idée que un couple c'est pas un truc monogame avec cette forme de fidélité là classique, ça rentre pas. Enfin je connaissais pas quoi. Et donc elle me dit genre vas-y, y a pas de problème. Et moi je me dis bon ça a l'air cool, tant mieux. Et donc je vais coucher avec cette autre personne un soir. Magda le sait évidemment. En fait, Magda réagit hyper mal. Elle m'en veut. Elle me reproche de l'avoir fait. Alors moi je comprends pas. Parce que je lui dis mais enfin c'est toi qui m'as dit que je pouvais le faire. Presque elle m'avait poussé à le faire. Elle m'a encouragé à y aller. Et donc je comprends vraiment pas pourquoi elle s'énerve et pourquoi elle me le reproche. Mais bon c'est comme une petite crise d'amour quoi. Et on continue, on reste quand même ensemble. Je m'excuse. Je lui dis écoute je suis désolé. Je pensais qu'il y avait pas de problème. Mais apparemment si. Je le referai pas, tant pis. Et on reste ensemble en fait. Et on devient un peu plus fusionnel. On se voit vraiment beaucoup tout le temps. On parle tout le temps, comme les couples peuvent le faire parfois. On crée notre propre vocabulaire sur certains trucs. Les petits noms qu'on se donne, comme les amoureux peuvent le faire, sont des acronymes qui sont liés au mot âme sœur. Et on se sépare très très peu. On se voit vraiment très souvent dès que je suis pas en cours ou chez moi pour un autre truc, on est ensemble. Et avant le bac, pour les ultimes vacances de Pâques, je pars avec 2 amis à moi dans la maison de vacances, en gros, d'une de ses amies. Ce sont 2 filles qui sont avec moi. Et on part pour réviser, en fait. Et c'est très dur. C'est très dur pour moi, personnellement, d'être séparé de Magda, d'être loin d'elle. Même, en fait, c'est une semaine, quoi, 10 jours, mais c'est extrêmement dur. C'est loin, c'est pas accessible. On est dans la montagne. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Donc c'est dur pour moi d'être loin d'elle. C'est dur pour elle d'être loin de moi. Et c'est a priori même plus dur pour elle. Et en plus, elle me reproche d'être partie, en fait. À ce moment-là, elle me dit, mais que j'étais pas obligé de partir pour réviser loin d'elle. Je sens que ça la fait souffrir que je sois parti. Et c'est très dur à vivre pour moi. En plus du fait que pour moi c'est difficile d'être loin d'elle en fait, puisque je suis amoureux d'elle et j'ai envie d'être avec elle, c'est dur pour moi de voir que ce que j'ai fait la fait souffrir. Donc j'ai une sorte de double douleur, quoi. La mienne, la sienne, triple même, et celle de la faire souffrir. Je finis par revenir évidemment, et quand on se retrouve, c'est comme avant en fait. Elle est triste, elle m'en veut un petit peu, mais ça se calme assez vite, quoi. Il n'y a pas de conséquences particulières, et on reste ensemble. Et moi, je passe mon bac à la fin de l'année et je l'obtiens. Donc je passe mon bac et arrivent les vacances d'été, donc été 2008, qu'on passe plutôt séparés Magda et moi, puisque enfin, on se voit un petit peu, mais je pars beaucoup avec ma famille. Ça pose beaucoup moins de problèmes que les révisions, probablement parce que je suis pas parti avec des amis, femmes qui plus est. C'est difficile pour moi et pour elle, mais beaucoup moins violent. Et pendant ces vacances, quand je suis avec ma mère, il y a des amis à elle qui viennent dîner un soir. Ils ont une fille qui a à peu près mon âge, qui a l'âge de Magda en fait, qui s'appelle Caroline et qui est assez sympathique. Enfin, c'est juste la fille d'amis de ma mère, quoi. On discute parce qu'elle est là pendant la soirée, mais rien de plus. Et je parle pas spécialement d'elle à Magda à ce moment-là. À la rentrée suivante, donc rentrée 2008, je rentre à la fac. Je sais pas encore ce que je veux faire, donc on m'a dit va à la fac de droit, comme ça tu pourras faire ce que tu veux après. Ça m'intéresse pas des masses. Magda commence un petit peu à vouloir que je sois plus avec elle tout le temps et supporte pas trop cette espèce d'entrée à la fac où il y a moins d'horaires et de règles qu'au lycée par exemple, là où j'étais avant, et où il y a beaucoup plus de monde aussi, de rencontres potentielles, amicales ou pas. Moi je me fais quelques potes, je fais quelques activités avec la fac, du sport et tout ça, mais pas énormément. J'ai perdu un peu de vue en plus mes amis de lycée, et cette fac en plus ça m'intéresse pas des masses, donc je suis pas extrêmement investi. Il y a quelques trucs qui m'attirent, évidemment, je me dis ouais, je vais aller faire le week-end d'intégration, ça a l'air sympa et tout, mais je le fais pas parce que Magda me fait bien comprendre que le week-end d'intégration c'est mort, quoi, que ça va lui faire du mal si j'y vais, qu'elle aurait peur, qu'il se passe des trucs, qu'elle serait pas bien, quoi. Donc je me prive de ça, je me dis c'est juste quelques jours, c'est pas très grave de pas le faire, mais ça me pousse à encore moins rencontrer des gens en fait de la fac. On s'engueule à ce sujet
Elle me fait comprendre que vraiment c'est pas possible pour elle, ça lui ferait trop mal. Ça me fait mal à moi aussi, en un sens, ça me fait mal de la voir mal, et ça me fait mal de me dire que si je pars, elle va avoir mal, et donc j'y vais pas. Et en réalité, à tous les événements un peu de la fac, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que elle me dit que ça lui ferait pas du bien. Et donc moi, comme je veux pas lui faire de mal, à chaque fois je lui dis d'accord, on n'y va pas. Je crois qu'il y a une soirée où elle accepte de m'accompagner. Cette espèce de soirée payante de BDE où tu arrives dans une salle louée pour l'occasion qui n'ont pas en réalité grand intérêt. On y va et je pense qu'on reste peut-être 10 minutes à tout fêter, où genre on arrive, elle est pas de bonne humeur, les gens l'intéressent pas, elle connaît personne. Il y a mes 3-4 potes de fac, meufs et mecs, qui viennent me parler, ça la saoule, et on repart, quoi. Et on a traversé Paris pour aller dans cette salle, et on y reste 10 minutes, et on rentre chez elle pour passer la soirée ensemble, et parce qu'elle est mieux comme ça, quoi, quand je suis pas avec d'autres personnes. Donc à ce moment-là, déjà je vois beaucoup plus ses potes à elle que les miens, puisque quand on fait des trucs, c'est plus du coup avec ses amis qu'avec les miens. Et donc moi je suis à la fac, c'est pas très fun, je m'ennuie un peu parce que c'est pas ce que je veux faire et je sais pas ce que je veux faire. Et en plus du coup c'est une source de dispute avec ma meuf. Et même si j'ai conscience déjà à ce moment-là que son comportement est pas correct avec moi, j'ai tellement ce truc d'être amoureux et de pas vouloir qu'elle souffre que je prends sur moi en me disant que ça ne peut que s'arranger. Mais je le vis quand même assez mal. Et pendant les vacances de février qui suivent, donc 2009, je pars à nouveau avec ma famille. Et il y a Caroline qui est là, puisque en fait les amis de ma mère sont là aussi. On avait discuté un petit peu pendant les mois précédents, ça nous arrivait de nous écrire de temps en temps comme ça, mais sans plus. Elle savait que ça allait pas très très bien avec Magda, mais elle offrait un petit soutien à distance. Et là on se voit en fait. Et on discute plus qu'autre chose. On a hâte de se retrouver après les petits déjeuners le matin, qui sont pas en commun. Je te raconte vraiment ce qui se passe avec Magda. Et elle est très sensible à ça. Elle le dit, en fait, elle veut me sauver de ce truc-là. Et moi, j'y crois pendant un petit temps. En fait, je sais qu'il faut que ça s'arrête. Mais je sais pas comment faire. Et je crois à ce que me dit Caroline. Je crois qu'elle peut me sauver. Et pendant ces vacances, on s'embrasse une fois, ce que je regrette un peu sur le moment, parce que je me dis si Magda l'apprend, elle va être tellement triste et tout. Mais voilà, je me dis, cette Caroline, elle peut m'aider à quitter cette relation qui me fait du mal, quoi. Donc j'y crois. Je rentre de vacances. On discute un peu pendant quelques jours encore, quelques semaines. En vrai, je reste avec Magda, quoi. J'arrive pas à partir, j'arrive pas même à envisager de la quitter, quoi. Je suis quand même amoureux d'elle, j'ai mal à l'idée de la séparation, j'ai mal à l'idée de la quitter. Donc on reste ensemble. Ça fait énormément de mal à Caroline qui elle aussi croyait qu'il y avait moyen de me sauver, mais c'est un échec de ce côté-là, quoi. Je change de cursus, j'ai trouvé ce que je voulais faire, donc je quitte la fac, je rentre dans une école. Magda, elle, rentre en première année de médecine. Et dans cette nouvelle école, encore une fois, je rate le week-end d'intégration volontairement, comme pour la fac, parce que je sais que Magda le vivrait mal. Je me fais quelques amis, on est dans des classes beaucoup plus réduites qu'à la fac, c'est des classes de 15-20 personnes, donc c'est plus naturel quand même de rencontrer des gens. Je les vois pendant les cours, mais je les vois jamais en dehors des cours. Et évidemment, par contre, je garde aucun ami de la fac, et je vois vraiment plus du tout mes amis du lycée. Et en parallèle de ça, Magda commence à me dire que ma présence sur les réseaux sociaux l'ennuie quelque peu. Ça fait plusieurs années du coup que je suis sur Facebook, où à l'époque on poste quand même pas mal beaucoup de trucs, et je suis sur Twitter aussi en mon nom, que j'ai découvert, et que c'est une toute petite communauté encore à l'époque, malgré ces quelques problèmes, où on s'amuse quand même plutôt pas mal. Et Magda me dit que vraiment ça lui pèse, en fait, que je sois présent sur les réseaux. Ça m'empêche pas d'y être quand même, mais déjà je sens que je fais un peu plus attention, quoi, comme être surveillé finalement.
Et c'est un point de discorde. Et notre autre gros point de discorde cette année-là, c'est ce fameux espèce de couvre-feu qu'il y a chez moi, parce que j'habite encore chez mes parents, j'ai 19 ans. C'est ce fameux couvre-feu de 19h, 19h30. On passe beaucoup de temps chez Magda. Elle vit seule avec sa mère et sa mère est pas souvent là. Donc c'est plus pratique que chez moi où il y a ma famille. Mais il y a vraiment ce truc où quand t'arrives 18h30, 18h45, je lui dis il faut que je rentre en fait parce qu'on va m'attendre pour dîner, je vais me faire engueuler. C'est pas tous les soirs, parfois je préviens que je vais dîner dehors, ça reste autorisé, mais je peux pas être dehors tous les soirs, quoi. Et ça c'est vraiment un point de discorde. C'est-à-dire que comme je suis plutôt libre de mon emploi du temps en fin d'après-midi, je suis souvent avec elle quand elle révise ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, je dois rentrer, quoi. Et ça l'énerve tous les soirs. Tous les soirs, c'est la même chose. Tous les soirs, elle s'énerve. Tous les soirs, on s'engueule. Parce que je suis vraiment très souvent chez elle, presque tous les jours. Tous les week-ends, je les passe chez elle et tout ça. Et il y a deux choses qui m'effraient dans son appart. La première, c'est Ivan. Ivan, c'est un bon ami de la mère de Magda. Donc, Magda est arrivée en France quand elle était très jeune. Elle vient de Russie. Et Ivan, c'est un peu l'archétype du bon ami russe, très grand, très costaud, qui fait videur le week-end en boîte de nuit pour s'amuser. Donc, il est pas hyper rassurant quand j'y suis. Non pas qu'il s'attaque à moi, mais la vibe est pas très sympathique. Et donc il y a Ivan et il y a le chat de Magda et de sa mère, un petit chat roux qui aurait pu être extrêmement mignon, mais qui est très agressif, qui m'attaque à peu près une fois sur deux quand je passe à côté de lui. C'est-à-dire que quand je sais qu'il est dans le couloir entre la chambre et la salle de bain, je ne vais pas dans la salle de bain. Si je suis dans la chambre, j'attends qu'il soit dans une autre pièce. Et un soir, on est en train de s'engueuler avec Magda pour cette fameuse affaire de 19h comme d'habitude. Et le chat passe par là et il m'agresse, il m'attaque, il me saute dessus. Et pour l'esquiver, ou je ne sais pas, en fait, je fais un mouvement un peu brusque, je me décale, et mon coude frappe dans une porte vitrée de meubles de télévision. La partie basse, il y a une double porte vitrée, ça tape dedans, et ça se brise. Pas en 1000 morceaux, mais genre deux, trois grands morceaux de verre. Et évidemment, ça fait du bruit. Le chat se barre. Moi, je me dis, bon, ok, j'ai pété un truc, c'est pas très grave, je vais le ramasser et tout. Et Magda s'approche de moi, elle est très énervée. Elle est très énervée que j'ai cassé un truc, elle est très énervée que ça se passe pas bien avec son chat, j'en sais rien, mais elle est très énervée de ce qui vient de se passer. Et elle saisit un des bouts de verre, tranchant, et elle essaye de me blesser avec. Elle essaye vraiment de me couper la peau, quoi. Je l'attrape par les poignets, pour pas qu'elle puisse me planter ce bout de verre, et elle a ce geste vraiment de colère et de rage, et puis d'envie de faire mal, quoi, où au lieu de dire ouais, c'est bon, tu me tiens, donc il peut rien se passer, enfin je peux rien te faire, elle est moins forte que moi, tant pis, je lâche le truc. Elle plie son poignet pour réussir à me blesser avec vraiment la pointe du bout de verre, histoire de me trancher la peau quand même si c'est rien, quoi. C'est comme si tu te faisais une petite coupure avec un couteau, quoi. Et elle réussit à me couper au niveau du dos de la main, une petite effilade qui perle vite de sang, parce que ça coupe quand même pas trop mal le verre. Et j'ai encore la cicatrice aujourd'hui d'ailleurs. Et vraiment cette volonté à ce moment-là, coûte que coûte, de réussir à me blesser, parce qu'elle est en colère. Après cet incident, on reste ensemble quand même, parce que même si on a mal et qu'on n'est pas très bien, on s'aime en fait, et on n'arrive pas ni l'un ni l'autre à se dire qu'on va se séparer. Un soir, quelque temps après, Magda menace de se suicider. J'ai pas la raison exacte de cette fois-là précisément, mais pour la première fois en fait, elle m'envoie un message en me disant que j'ai fait quelque chose d'horrible, donc elle me dit qu'elle va se suicider, elle menace de se suicider. J'ai peur en fait, j'ai peur qu'elle le fasse vraiment, quoi. Donc je pars de chez moi, il est 1h du matin, un truc comme ça, je laisse un petit mot sur mon lit et je me barre. Je débarque chez elle, je suis hyper inquiet évidemment, et elle m'engueule parce que elle s'était couchée depuis en fait, et j'ai réveillé sa mère, je l'ai réveillée elle, et donc elle m'engueule parce que je suis là et que j'ai fait chier tout le monde. Donc je rentre chez moi,
je me fais engueuler chez moi. Parce que, évidemment, en partant, j'ai quand même réveillé un peu ma famille et tout le monde s'est inquiété. Ils ont vu genre un petit mot en mode il est parti, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je leur raconte, pour le coup, ce qui s'est passé, parce que j'ai vraiment eu peur. Nos mères prennent rendez-vous et la mère de Magda dit que tout ça, c'est de ma faute, que je l'ai dérangé, quoi, dans son sommeil. Et que jamais sa fille aurait dit un truc pareil, que sa fille est pas suicidaire, que c'est impossible et que je suis un menteur. Ce que ma mère n'apprécie pas trop. Mais voilà, elles se rencontrent comme ça, elles s'énervent l'une et l'autre parce que chacune défend son enfant, quoi. Moi, j'ai pas envie de l'accabler plus, Magda, parce que je me dis que si vraiment elle est pas bien au point de dire des trucs pareils, c'est qu'elle va mal. Mais je sais pas comment le gérer. Puis après, en fait, la vie reprend un peu son cours normal, on va dire. On est ensemble, on se voit, on va à 2 soirées ensemble, on fait des trucs. Il y a plus trop ce côté-là, violent. À la fin de cette année scolaire, Magda décide d'arrêter médecine, mais de rentrer en prépa ensuite pour intégrer une grande école. Moi, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je suis content dans l'école où je suis, je sais où je veux aller. Et donc, je pars en stage pendant l'été dans le sud de la France, où il y a aussi ma famille. Et c'est l'été de mes 20 ans. Donc, forcément, on fête mes 20 ans avec ma famille, leurs amis, dans le sud de la France. Magda fait le déplacement parce que déjà, ça l'a saoulé un peu qu'on soit loin, que je sois en stage loin. Et en plus, c'est quand même mon anniversaire. Donc elle descend dans ma famille et elle impose une condition, c'est que ma plus vieille amie, nos mères se sont rencontrées à la maternité, ne soit pas présente. C'est une amie que je vois 2 fois par an parce que du coup, on n'habite pas du tout au même endroit. J'en parle avec ma mère. Ça prend un peu des proportions, genre mon parrain s'en mêle, tout le monde s'en mêle un petit peu. Et finalement, comme moi, je veux céder à Magda, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils préfèrent ne pas forcer la venue de mon amie qui elle évidemment a très envie de venir, mais et du coup, elle est pas présente à ce moment-là. Et Magda reste quelques jours avec moi. Donc moi, la journée, je vais à mon stage. Elle fait autre chose, elle s'occupe. Elle repart à Paris et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Elle m'en veut de pas être avec elle. Moi, déjà, à ce moment-là, je vois le fait d'avoir cette espèce d'obligation, d'avoir un stage ailleurs, comme une respiration un peu. Genre un truc auquel je peux pas couper et qui, du coup, me permet d'être loin de Magda sans avoir à m'expliquer trop. Mais vraiment, c'est l'enfer. Elle m'envoie des textos tout le temps, elle m'appelle, elle est pas bien, elle va pas bien, elle me redit qu'elle va se faire du mal. Et donc moi, du coup, je prends la décision, sans trop prévenir personne, de quitter mon stage, de rentrer à Paris pour être avec elle. Et pour pas qu'elle soit toute seule, en fait. J'ai plus trop à ce moment-là, moi, la douleur d'être loin d'elle. J'ai la douleur de la voir souffrir. Et du coup, je rentre à Paris, bien avant la fin prévue de mon stage. À la rentrée, donc elle rentre dans sa prépa. Moi, je suis en 2e année de mon école, je suis très content. Et elle me dit que son problème avec le fait que j'ai accès aux réseaux sociaux s'est amplifié et que pendant les 2 prochaines années, pour qu'elle puisse se concentrer sur sa prépa et sur son concours pour accéder à sa grande école et tout ça, elle a besoin que j'ai plus de compte sur les réseaux sociaux. On est fin août, début septembre. Moi, je lui dis que je vais pas supprimer mon compte Facebook, par exemple, parce que ça serait assez suspicieux, que mon compte Twitter, je peux ne pas l'utiliser. Tant pis. C'est pas du tout une décision que je prends de gaieté de cœur, parce que ça restait déjà pour moi une façon de converser avec des gens. Mais je me dis, elle en a besoin. Donc faisons-le. 2 ou 3 semaines plus tard, peut-être, je crée un nouveau compte Twitter, complètement anonyme. Il n'y a pas mon visage, il n'y a pas mon nom. Le pseudo, c'est un mot que j'invente et qui n'a rien à voir avec aucun des autres pseudos que j'ai pu avoir et qu'elle connaît. Donc j'ai tenu 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant ces 3 semaines, son comportement reste le même. On s'engueule, on n'est pas bien, ça va pas. Et j'ai besoin d'avoir un endroit pour ventiler, en fait, pour pouvoir sortir les trucs qui me pèsent. D'autant que du coup, j'ai plus d'amis de la fac, j'ai plus d'amis du lycée ni d'avant. J'ai
quelques amis en cours, mais je les vois que en cours. Donc, je crée ce compte, vraiment complètement anonyme, un espace où je peux, sans avoir toujours son œil derrière, raconter ce qui m'arrive parfois. Je raconte pas tout parce que j'ai peur qu'elle me retrouve un peu quand même, mais je discute un peu avec des gens où je leur dis comment elles me traitent en règle générale. Twitter, ça me fait du bien parce que c'est des gens à qui parler mais qui sont pas dans mon quotidien comme les gens que je croise en cours, donc c'est moins, c'est en un sens c'est un peu moins réel, même si ça l'est sur le plan des sentiments. Et puis pendant toute cette année, et ça avait même commencé un petit peu avant, Magda me dénigre. Elle passe son temps à dire que les études que j'ai choisies c'est de la merde, que le métier que je veux faire c'est de la merde, que je suis bête, moche, gros. Ça n'empêche pas d'être avec moi, mais elle me dénigre en permanence. Elle sort d'un grand lycée, elle est en prépa, ses amis aussi. Moi à côté, c'est ridicule, quoi. Et c'est quotidien. Tous les jours, il y a un truc. Tous les jours, elle appuie sur un point supplémentaire et ça devient la litanie perpétuelle, et ça fait du bien pour moi de pouvoir dire à des gens, parce que j'en parle pas à ma famille, j'en parle pas à mes amis que je connais déjà et tout, des gens même si on se connaît pas trop, ce qui m'arrive en fait. Je finis même par en rencontrer quelques-uns en réel, ce qui est une prise de risque terrible pour moi. Je l'ai fait venir à mon école plutôt pendant qu'elle allait en cours. C'est vraiment de l'amitié, il y a pas de, je drague absolument pas sur Twitter à cette période. C'est vraiment un exutoire pour faire face à ce que elle fait peser sur moi. Et ça s'empire vraiment. Il y a même un jour où je suis en cours, donc j'ai un emploi du temps qui est toujours le même toutes les semaines, et je suis en cours et c'est normal que je sois là, et il n'y a pas de raison que je sois ailleurs. Et Magda m'envoie des photos d'elle. Donc normalement, quand on reçoit des photos de sa meuf, on est content. Un peu dénudée en plus, c'est toujours sympa. Mais là, c'est des photos où elle s'est scarifié les seins, quelques zébrures rouges sur sa poitrine. Et elle me dit que tout ça c'est de ma faute, que c'est parce que je suis pas là, que je devrais être avec elle. Moi, ça me paraît absurde, quoi. Je comprends même pas ce que je reçois, parce que ça me paraît disproportionné, en fait. Cette souffrance-là qu'elle dit ressentir parce que je suis en cours, pas un jour particulier, c'est pas son anniversaire ou que sais-je. Juste vraiment, je suis en cours, quoi. Et ça me fait culpabiliser. Il y a toujours, voilà, un mélange de peur et de culpabilité, parce qu'après, je vois que des choses que je fais et qui me semblent être des choses normales que tout le monde fait, lui font du mal. Et que c'est de ma faute. Un soir, enfin une fin d'après-midi, je suis chez elle, on s'engueule, une fois de plus, je pars, et le temps que je descende les escaliers, elle habite au 4e étage, elle m'envoie un texto, et elle me dit « Si tu pars, je saute ». Et moi j'arrive en bas, je lève les yeux, effectivement elle est assise à sa fenêtre, les jambes dans le vide, donc au 4e étage, au-dessus d'une rue très passante de voitures, les jambes dans le vide. J'ai mon téléphone dans la main, quoi, et il y a écrit si tu pars, je saute. Donc je lui écris, je lui dis non mais rentre, quoi, arrête, fais pas n'importe quoi et tout, et elle me répète ça, si tu pars, je saute. Et là je frise un peu, et dans ma tête il y a cette sensation horrible qui est que je me dis si elle saute, au moins ça s'arrête. Pas qu'elle meure. Ça s'arrête parce que je pourrais plus cacher ce qu'elle fait, je pourrais plus cacher aux autres, mais je pourrais plus me le cacher à moi non plus. Je pourrais pas ne pas réagir. Elle habite un peu en coin de rue à peu près, donc je pars pas, je vais pas comme si je rentrais chez moi, mais je me mets juste au coin de la rue, derrière l'angle, et j'attends. Genre j'ai l'oreille tendue, je suis un peu en sueur, j'ai froid et j'ai chaud en même temps, je suis pas bien, quoi. Et j'attends, j'écoute. Je me dis si elle saute vraiment, les gens vont réagir, quoi. Donc on se parle plus, on n'était pas en train de s'écrire à ce moment-là. Et le temps passe à une lenteur terrifiante. Et puis au bout de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, je finis par revenir dans sa rue et regarder, et la fenêtre est fermée, et elle a pas sauté. Et moi, je rentre chez moi, je suis tremblant,
Je pense que je dois être bien blanc aussi à ce moment-là. Et on se revoit 2 jours après, comme si s'était rien passé de particulier. En fait, après tous les incidents plus importants que les autres, comme celui-ci, il y a une sorte de moment un peu d'accalmie du côté de Magda. Donc, on reprend notre vie, un peu plus simple. On s'engueule toujours un peu, mais c'est beaucoup moins fort. Moi, de mon côté, dans mon école, il y a pas mal d'événements qui sont organisés, obligatoires dans le cadre des cours. Et je les attends toujours avec impatience, parce que pour moi, c'est un peu comme le stage précédent estival, c'est une façon de... Je peux pas être ailleurs, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et du coup, j'ai pas besoin de donner des explications à Magda ou de m'excuser auprès d'elle, j'ai une raison pour ne pas être avec elle. Et pendant ces événements-là, du coup, même si c'est des cours, évidemment, ça reste un truc plus pratique pour se faire des potes dans le cadre de la classe. Et il y a notamment 5 personnes avec qui je m'entends très bien, qui décident de se faire un petit samedi au parc Astérix. Ce qui m'emballe, évidemment. D'autant que je peux leur proposer un plan pour avoir des places gratuites et tout, donc c'est assez cool. Et j'en parle avec Magda, qui est pas hyper réceptive à l'idée, et qui finit par me dire qu'elle veut venir avec nous. En fait, elle veut pas que j'aille seule avec mes amis, elle veut être là. Ce qui, du coup, rend beaucoup plus compliqué le plan que j'avais prévu pour avoir des places moins chères, des places gratuites, etc. Donc, je dis rien à mes potes. Enfin, je leur dis qu'elle va venir, mais je leur dis rien à ce niveau-là. Et en fait, j'absorbe tout le coût supplémentaire que sa venue engendre. Parce que du coup, des places qui devaient être gratuites le sont plus, etc. Donc, j'absorbe, moi, pour que ça gêne personne, en fait. Déjà qu'elle vienne, c'était pas prévu, mais pour qu'en plus ça ne fasse pas peser un poids supplémentaire à mes potes. Et donc on va au parc Astérix. Magda est un peu comme à la fameuse soirée de la fac où elle m'avait accompagné. Elle est pas de bonne humeur, elle est pas bonne camarade. Elle fait les attractions, mais on sent que ça la saoule un peu d'être ici. Elle est venue vraiment juste pour pas que moi je sois seul avec mes amis, mais ça l'amuse pas en fait. Et du coup, ils m'en tiennent pas trop rigueur, parce que ce sont des bonnes personnes et des bons amis. Elle gâche un peu la journée, on avait prévu de s'amuser entre potes, et puis elle est là, mais elle joue pas le jeu. J'arrive à le prendre avec un peu de recul à ce moment-là, parce que déjà j'en rigole un petit peu avec mes amis, et puis j'ai toujours Twitter, cette soupape qui est là, sur laquelle je peux raconter ce qui m'arrive, et sur laquelle ça fait plusieurs mois maintenant en fait que je suis avec ce compte qui n'est pas à mon nom, mais où j'ai plusieurs centaines de personnes avec qui je converse régulièrement et qui savent un petit peu ce qui m'arrive et qui me permettent de l'analyser. L'été arrive, donc on est entre les 2 années de prépa de Magda. Moi, je suis en stage à nouveau, mais cette fois à Paris. J'ai prévu le coup. Ma famille part en vacances et donc Magda s'installe chez moi en fait. Elle semble avoir trouvé un équilibre du côté de ses cours et ça se répercute un petit peu. Elle me dit régulièrement qu'elle réfléchit à l'idée que peut-être je pourrais rouvrir un compte Twitter quand même, que ça la dérange un petit peu moins, qu'elle est allée faire un compte elle-même pour voir et que donc elle voit bien comment ça se passe. J'ose pas lui dire que ça fait en fait 8 mois en plus même, que j'ai déjà un compte qu'elle connaît pas. Je temporise vachement quand elle me dit ça. Je lui dis oui, on verra. On avait dit 2 ans, prends ton temps et tout. Et donc l'été se passe, on s'engueule quand même sur plein de sujets, mais plus doux que les étés précédents déjà et que les mois précédents. Et puis fin août, 5-6 jours avant la fin du mois et avant que mes parents ne reviennent, je fais une erreur de manip sur mon ordinateur. Pendant un très bref instant, et qui semble durer extrêmement longtemps, elle voit mon compte Twitter caché. Elle voit le pseudo, elle voit la photo, ou même si c'est pas ma tête, on peut, si on me connaît, on peut reconnaître un peu ce que j'ai mis dessus. Sur le moment, elle dit rien. Elle me dit c'est quoi? Je lui dis je sais pas, ça doit être un truc, j'ai cliqué sur le profil de quelqu'un ou un truc comme ça, et vite, quand elle tourne la tête, genre je déconnecte et je pars à mon stage.
Mais j'ai la boule au ventre toute la journée parce que je sais bien qu'en réalité, elle est pas dupe et que comme elle a vu le pseudo, elle va forcément aller voir les tweets qui sont pas en privé et qu'elle va bien voir que c'est moi puisque comme je raconte des trucs qui m'arrivent et qu'elle connaît, elle va savoir que c'est moi. Je rentre le plus tard possible du stage. Je crois que je rentre vers 21h30 ou 22h, ce qui est absurde parce que j'ai jamais été en stage jusqu'à 21h30 ou à 22h. Je rentre vraiment tard. J'arrive chez moi, j'ai mon casque sur les oreilles, j'écoute un peu de musique. Alors, j'ouvre la porte et l'appartement est plongé dans le noir. Au sol, je vois qu'il y a des trucs bizarres, mais j'ai du mal à définir ce que c'est à ce moment-là. Et Magda me saute dessus. J'ai un mouvement pivot pour l'éviter un petit peu. Elle s'explose contre un pot en terre cuite qui était dans l'entrée dans lequel on met les parapluies, les trucs comme ça, qui se fend en deux. C'est un truc très épais qui est impossible à casser, sauf vraiment en tapant dessus très fort. Elle m'arrache au passage un peu mon casque, du coup mon téléphone vole avec, et elle hurle. J'allume la lumière, je découvre que par terre, il y a un mélange de céréales au chocolat écrasé en 1000 morceaux et de sirop de fraises qu'elle a balancé partout. En fait, elle a pris des trucs dans la cuisine est juste après l'entrée. Elle a pris des trucs dans la cuisine et elle les a mis partout dans l'entrée et dans la cuisine. Il y a même du sirop, je le vois après dans le tambour de la machine à laver. Vraiment, il y en a partout. Des céréales éclatées, on marche dessus, en plus on en remet partout et tout. C'est un carnage. Elle se relève, elle est très énervée. Elle est énervée de base, mais elle est encore plus énervée de pas avoir réussi à me frapper et que je l'ai évité et qu'elle se soit explosée contre un truc en terre cuite. Je comprends pourquoi elle est comme ça, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Et là, on se met à discuter, on va dire. Je sais pas si le mot est approprié. Évidemment, elle m'en veut parce que ce compte existe depuis longtemps, parce que dedans, j'ai parlé de trucs qu'elle a fait, qui sont négatifs et que donc elle ne supporte pas. Elle m'agresse verbalement, en fait, pour exprimer sa colère. Elle me dit que je lui ai menti, ce qui est vrai, que j'aurais jamais dû faire ça, que c'est une trahison terrible et que il y aura des conséquences pour moi et pour ma famille, que Ivan a des très bons amis qui peuvent péter des genoux. Et elle me dit qu'il faut que je supprime mon compte. J'ai pas très envie. Mais il y a une partie de moi qui se dit que je lui ai effectivement menti, que je lui avais promis quelque chose et que je l'ai pas fait. Et j'essaye un peu de raisonner avec elle, mais de couper la poire en deux et je lui dis que je vais pas supprimer mon compte et elle écrit un petit texte, mais qui est à la première personne comme si c'était moi qui l'avais écrit, qui explique que j'ai menti, que je suis pas la personne que je prétends être, que j'ai dit des choses horribles sur mon compte, machin, etc. Et elle me demande de le poster. Je suis pas au max non plus à ce moment-là, je suis un peu paniqué, je sais pas trop comment réagir, je le fais. Ce qui fait que les gens qui sont abonnés à mon compte s'inquiètent un petit peu. Elle a récupéré mon téléphone pendant la bataille, on va dire, vu qu'il est tombé, donc elle le garde avec elle. Je vais aller chercher un truc dans ma chambre, je sais plus ce que c'est, donc je vais dans ma chambre. Et je découvre que le carnage qui a été fait dans la cuisine, dans la partie cuisine, ne s'est pas arrêté là. Et en fait, dans ma chambre, elle a découpé toutes mes photos de classe du CP à la terminale en plein de petits morceaux, des petits lambeaux. Elle a déchiqueté les gens, les photos d'anniversaire. Elle a brûlé des souvenirs que je pouvais avoir de tout ce qui est du papier. Elle a arraché des pages de carnet sur lesquelles j'avais écrit des trucs. Tout ce qui était potentiellement précieux, souvenirs précieux, a été découpé, brûlé, torturé de toutes les façons possibles. Et ça m'énerve et ça m'attriste beaucoup. Je découvre ça dans la chambre en arrivant dans la chambre. Il y a du sirop dans mes draps et tout. Elle arrive, elle est derrière moi et je me retourne et je l'engueule un petit peu. Je lui dis mais d'accord, j'ai menti et c'est pas bien, mais ce que tu m'as demandé était déjà absurde à la base. J'aurais dû te dire dès le début que c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, mais c'est pas une raison pour réagir comme ça, etc. Et là, elle me regarde. Sur le bureau, il y a les ciseaux de la cuisine qu'elle a utilisés pour découper toutes les photos. Donc des ciseaux de cuisine, quoi, avec une longue lame bien pointue.
Elle me regarde lui reprocher ce qu'elle a fait. Elle attrape les ciseaux et elle essaye de me planter avec. Pas un petit coup un peu rigolo, genre haha, j'ai des ciseaux dans la main, un vrai coup de si je t'attrape la jugulaire, c'est fini. Je lui attrape pas le poignet cette fois, même si c'était donc le réflexe que j'avais habituellement quand elle m'agressait physiquement, parce que c'est arrivé plusieurs fois auparavant. Là, le réflexe de survie, c'est il y a une baffe qui part, quoi. Pas une baffe très très forte en réalité, juste de quoi la désarçonner sur le moment pour pas qu'elle puisse m'atteindre. Et je lui donne cette baffe, elle lâche les ciseaux. Et un truc terrifiant pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai peur pour ma vie déjà, mais je me défends, je suis en train de me défendre contre quelqu'un qui essaye de me tuer, et je m'en veux. Il y a encore la culpabilité, je m'en veux pas de me défendre, mais je m'en veux de l'avoir frappé. Je culpabilise. J'ai pas trop de souvenirs sur comment cette soirée-là se termine. On parle beaucoup. Ce que je sais, c'est que elle part, à un moment donné, avec mon téléphone et les clés de la maison. Moi, je suis tout seul, dans cet appartement dévasté. Quand elle part, je mets le loquet parce que je me dis, elle a les clés, elle peut revenir. Et je peux pas me coucher dans ma chambre, j'arrive pas à rester là-bas. C'est loin de l'entrée, en plus. Et donc, je vais me coucher dans le lit de ma petite sœur. Parce que, du coup, dans son accès de rage, elle a pas touché aux chambres du reste de ma famille. Et voilà, je me mets dans le lit de ma petite sœur pour la nuit. Avec mon téléphone, elle a accès à mes mails, à mes comptes, Twitter, etc. Donc, elle change mes mots de passe, j'ai plus accès à rien, sauf à ma boîte mail professionnelle et à Facebook. Et je vais me coucher, je me réveille le lendemain et je sais pas quoi faire. Je suis censé aller en stage, donc j'écris à mon maître de stage, je lui dis que je suis malade et que pour les 3-4 prochains jours, je vais être en télétravail. J'ai peur qu'elle revienne. Je reste prostré dans le lit de ma petite sœur pendant des heures, pendant des jours. Mais il faut que je prenne une décision à un moment. Je sais que dans 3-4 jours, mes parents reviennent et il faut que je prenne une décision. Il faut que je décide si cette fois je leur dis ce qui s'est passé ou pas. Et donc pendant ces 3-4 jours, je reste dans la chambre de ma petite sœur. Je laisse tout en plan, quoi. Tout est dans l'état dans lequel c'était quand je suis arrivé le soir où elle m'a attaqué. La veille de leur arrivée, je range tout. Il y a que le pot en terre cuite de l'entrée que je peux pas réparer, mais ça, j'invente une excuse bidon pour quand ils rentreront. Je retrouve Magda dans un endroit public pour qu'elle me rende mon téléphone et les clés. On se dit tous les deux que pour l'année qui suit, on supprime pas mon compte et tout, mais je vais pas l'utiliser. Je vais respecter la promesse que j'ai faite un an avant. On va rester ensemble. Et moi, dans ma tête, je lui dis ça, et je le pense vraiment. Mais par contre, ce que je sais, c'est que à la fin de l'année scolaire suivante, quand elle aura fini sa prépa et quand elle aura passé ses concours, là, pour le coup, je vais la quitter. On va se séparer. Après cet été-là, elle rentre en 2e année de prépa. Moi, je suis en 3e année et j'ai un double cursus à ce moment-là. Donc, ça m'arrange un peu puisque du coup, j'ai 2 fois plus de choses à faire, 2 fois plus de rendez-vous, 2 fois plus de cours. Ce qui me permet d'être moins avec elle. Je suis plus du tout amoureux. Je suis là uniquement à ses côtés par devoir, parce que j'ai promis. On se voit régulièrement, on se voit le week-end, on se voit certains soirs, on se voit en fait pendant ses révisions. Elle prépare un grand concours, elle est à fond là-dedans. C'est presque l'unique raison pour laquelle on se voit dans une bibliothèque, chez elle. Il y a quelques petites soirées différentes, mais en réalité, 90% du temps où on se voit, c'est vraiment pour qu'elle travaille. Dans ma tête, cette année-là, c'est vraiment le sprint final. Je me dis, on boucle cette année, elle a son concours et c'est terminé. J'ai plus mon compte Twitter, mais j'ai d'autres petits exutoires. J'ai réussi du coup à dégager un peu plus de temps pour être avec des gens. Mes amis de l'école, ça fait quand même 3 ans maintenant, donc on se parle plus.
J'ai plus de liens avec d'autres personnes qu'elle. À la fin de l'année, entre les diverses engueulades quand même qui arrivent régulièrement avec le stress des concours et tout ça, elle finit par avoir son concours. Et elle déménage pendant l'été dans une ville en région parisienne, là où est son école. On se sépare pas tout de suite. Moi l'été je pars avec mes amis, avec ma famille, mais on se voit peu elle et moi. Et on se retrouve en septembre. Tous les week-ends, je vais quand même dans sa nouvelle ville, dans son nouvel appart. Elle me présente les gens avec qui elle s'entend. Moi, je fais 30 minutes de trajet aller, 30 minutes de trajet retour pour la voir, mais on s'engueule systématiquement. Et un de ces week-ends-là, fin septembre, je pense, on s'engueule pour la énième fois, pour une raison quelconque. Et là, je lui dis, Magda, quand on se voit, on s'engueule. Quand on se voit pas, on s'engueule. Peut-être qu'il est temps qu'on se sépare. J'ai un peu peur quand je dis ça. J'ai peur qu'elle m'agresse à nouveau. Elle me dit, ne parlons pas pendant une semaine et on voit ce qui se passe. Moi, je rentre chez moi et dans ma tête, je pense, je sais très bien ce qui va se passer dans une semaine, mais ok, je joue le jeu, quoi. Mais je suis content, en fait. Je suis content parce que je l'ai fait et pour moi, c'est déjà fini. Dans ma tête, c'est terminé. C'est passé. Une semaine plus tard, je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que tu veux qu'on se voit? Elle me répond un truc laconique, donne-moi encore 2-3 jours. Je réponds ok. Je comprends pas trop, mais d'accord. Et 2-3 jours plus tard, je reçois un message très long, très long SMS, extrêmement virulent et violent envers ma personne, qui m'attaque à peu près sur tous les niveaux, comme elle avait l'habitude de le faire, qui me dénigre totalement en tout point. Une dernière pour la route. Et qui se termine par une formule qui dit effectivement, nous ne sommes pas heureux ensemble, séparons-nous jusqu'à ce qu'on puisse l'être. Moi, je lis ce SMS, je me sens un peu agressé quand même par tout le reste, mais je vois cette formule finale, je me sens soulagé et je réponds juste d'accord, parce que j'ai pas envie de remettre une pièce dans la machine. Je réponds d'accord en sachant que pour moi, il n'y aura pas de moment où on sera heureux après, quoi. C'est fini. Elle me renvoie pas de message. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais parlé. Cet épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique est signée Arnaud Denzler. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.